Bon, donc nous allons reprendre ce cours sur ces différentes séances sur la génération Z. Et là, nous passons, on pourrait dire, dans l'étude des cas. Donc j'ai pris le cas kényan que je connais, le cas malgache que je connais également, et j'aborderai aussi une troisième situation qui n'est pas associée à la génération Z, mais plutôt à la question de la jeunesse dans certains pays de l'Afrique centrale. La génération Z au Kenya, la semaine dernière, il y avait une sorte de table ronde d'infrastructure sur la génération Z. Et ils avaient oublié de parler de la génération Z au Kenya. Effectivement, les journalistes, peut-être même les sciences politiques, sont beaucoup plus attirés par ce qui réussit, ce qui est victorieux. Hein, tandis que l'historien ne fait pas le tri. Hein, et il étudie autant ceux qui ont gagné que ceux qui ont perdu. D'autant que ceux qui ont perdu sont peut-être les gagnants de demain. Donc, si vous voulez, il faut être prudent dans cette chose. Donc, ils n'ont pas parlé de la génération Z au Kenya, qui pourtant, chronologiquement, est la première génération Z, ou du moins à se définir par ce label, à être apparue, historiquement, chronologiquement. Vous avez la génération Z au Kenya en juin 2024, qui coïncide d'ailleurs avec la génération Z du Bangladesh. Je vous en ai parlé. D'ailleurs, la presse kenyane souvent relatait aussi l'actualité bengali ou Bangladesh, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de points communs. Puis vous avez eu le cas du Népal, à chaque fois tout de même des générations Z qui aboutissaient à un résultat politique. Un changement de gouvernement, un changement symbolique mais aussi réel. Hein. Bon, la dernière génération Z qui nous intéresse, peut-être beaucoup plus les Français que les autres, c'est ce qui s'est passé à Madagascar, où il y a eu un changement de pouvoir. Donc, effectivement, peut-être que la presse est beaucoup plus incitée à étudier les vainqueurs en termes, on pourrait dire, de combat politique, et à négliger une génération Z ou un épisode qui m'apparaît important, parce que d'abord c'était le premier qui a donné l'exemple, et ensuite parce que, bon, rien n'est tranché dans l'histoire, le vainqueur d'aujourd'hui peut être demain le vaincu de demain. Bon. Donc ce que je vais faire durant cette séance, c'est revenir toujours sur cette étude de la jeunesse et de son poids politique et de sa pesanteur culturelle dans les sociétés africaines et bien sûr dans le cas du Kenya. Donc revenir sur la question de la jeunesse et ensuite s'interroger sur son engagement au travers de l'événement, proprement dit. C'est-à-dire en fait c'est un cours en deux temps. Une partie qui s'apparenterait à l'étude des causes et de voir dans la durée quels sont les éléments qui ont milité pour l'affirmation de la jeunesse lors de ces événements, et ensuite une deuxième partie qui est beaucoup plus événementielle, qui s'appuie sur les faits, et qui tente toujours pareil, de savoir si on est devant ce que certains ont appelé une écume, c'est-à-dire un bouleversement mais ponctuel, qui n'aura pas d'effet, ou si on est au contraire devant une vague de fond, c'est-à-dire des changements structurels qui, à terme, auront une incidence sur la vie politique des différents pays, mais aussi du continent africain. Donc cette question vague de fond ou écume, c'est une question récurrente qui va nous intéresser durant ces 3 prochaines séances. Pour étudier cette question, il y a une abondante littérature. C'est-à-dire la question de la jeunesse au Kenya a été étudiée bien avant la montée en puissance, on pourrait dire, politique de la génération Z. Il y a un intérêt pour la place des jeunes, le rôle des jeunes dans la société kenyane. Alors peut-être pour une raison qui est une raison culturelle, et qui souvent n'est pas évoqué, c'est qu'au Kenya, vous avez des sociétés dites traditionnelles,
ce que les Kenyans appellent les tribes, les tribus, ce qu'on pourrait appeler des ethnies, ce qui est une traduction très juste, c'est-à-dire des sociétés. Alors on connaît les plus connus, c'est le Maasai parce que c'est l'ethnotype touristique du Kenya, mais en fait c'est les Kikuyu, c'est les Luo, c'est les Luhya, c'est les Kalenjin, enfin il y en a 47. Bon. Donc tout de même des grosses unités démographiques de plus de 7, 8, 10 millions. Or, tous, sauf les Luo d'ailleurs, ceux qui peuplent l'ouest du Kenya, tous ont dans leur histoire et aussi dans leur pratique des référents importants concernant la jeunesse. Ce sont des sociétés dites à classe d'âge ou à classe ou à génération. C'est-à-dire des sociétés qui traditionnellement étaient régies par une succession de générations ou d'âges. Avec des rituels qui étaient relativement stricts, qui vous permettent de passer d'un âge à un autre, d'une génération à une autre. C'était une façon, on pourrait dire, là, je résume rapidement, c'était une façon pour les sociétés traditionnelles qui n'avaient pas d'État. Au Kenya, dans ces sociétés, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de royaume, il y avait des tribus qui avaient des systèmes politiques dits acéphales, mais qui fonctionnaient tant que bien, qui protégeaient leur territoire et leur population. C'était une façon, on pourrait dire, de gérer le territoire de la tribu, parce qu'effectivement, les jeunes étaient les protecteurs de la tribu. Mais ceux qui détenaient le pouvoir, c'était les seniors. Donc, il y a au Kenya une sorte de référent culturel très puissant, qui bien sûr réapparaît à chaque fois qu'il y a une révolte de la jeunesse, parce que bon, cette révolte de la jeunesse, elle casse un petit peu cette règle de la seniorité, elle casse un petit peu cette règle, on pourrait dire, cette transmission entre les jeunes, les vieux et les jeunes. Donc pour cette raison, les jeunes ont été toujours, la jeunesse a été toujours un sujet abordé, donc on a une littérature abondante. Il y a aussi une seconde raison qui est l'importance, on pourrait dire, du débat politique et de la vie politique au Kenya, qui est une vie parlementaire, concurrentielle, c'est beaucoup plus concurrentiel entre partis, et donc vous comprenez très bien que les partis ont aussi intérêt à gagner la jeunesse. Et ça, dès les années, dès que la démocratie se met en place, dans les années 90, on voit les différents partis prendre en considération le poids démographique de la jeunesse. Alors, être jeune au Kenya, c'est ne pas être marié. Alors, le mariage étant parfois tardif, vous voyez que ce qu'on appelle les jeunes, ça va de 15 à 29 ans. Donc c'est un poids démographique qui n'est pas négligeable et un poids électoral qui est encore plus important. Autre élément important, la question des... Alors en Afrique c'est plutôt la question des enfants soldats, la question de la violence des jeunes et des enfants qui perturbe, on pourrait dire, cette société. Les gangs de la rue, les voleurs, même si ce phénomène est plus ou moins maîtrisé, c'est une constante dans la littérature sur le Kenya de s'interroger sur cette violence des jeunes, cette violence des enfants, mais cette violence des jeunes. Et cette violence aussi des adolescents, c'est-à-dire que le terme d'ailleurs adolescent est apparu tout récemment. Comment les universitaires kenyans ont travaillé, puisque c'est un sujet d'actualité récurrent, mais ils ont travaillé avec les techniques du Kenya, qui est un pays émergent, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sondages d'opinion sur la jeunesse. Alors on peut bien sûr critiquer ou mesurer ou nuancer les conclusions de ces sondages, mais on a, pour l'historien, on a une sorte de chaîne de sondages d'opinion à partir des années 2000 qui portent régulièrement sur les jeunes. Alors pour une raison, les sondages d'opinion, ce n'est pas uniquement pour faire progresser les sciences humaines et sociales. Les sondages d'opinion, c'est pour mesurer le marché des jeunes.
car ça c'est aussi un élément intéressant. Le Kenya est un pays émergent, avec une classe moyenne en train de se développer, avec effectivement des noyaux de consommation que sont les jeunes. Donc vous voyez, la question de la génération intéresse les politiques, intéresse les gens des sciences humaines et sociales, intéresse aussi la seniorité, c'est-à-dire les autorités morales, mais intéresse aussi les commerçants, c'est-à-dire que le marketing, pour cette raison, le terme de génération est souvent issu d'études de marketing, puisque le marketing, c'est cibler au travers de leur consommation les jeunes. Donc tout ceci produit énormément de données qui, pour un historien, sont à la fois des témoignages, mais aussi des analyses, avec d'ailleurs un élément encore plus récent, qui est les informations que l'on peut collecter sur Internet. C'est-à-dire que vous avez, là aussi, c'est une particularité du Kenya, vous avez énormément de sites qui ont été créés avant la génération Z, qui ont été créés par la génération Z, donc des sites qui prennent la parole, et qui, bien sûr, vous donnent des versions qui sont des versions parfois très radicales, mais qui vous permettent d'engranger des informations. Des sites d'ailleurs qui sont de plus en plus surveillés par la police. Alors, quand j'ai voulu mettre à jour mes données, je suis allé sur des sites que j'avais repérés il y a un an. Vous pouvez accéder à ces sites, hein, c'est assez intéressant. Donc il y a la liberté d'expression est reconnue. En revanche, vous avez un bandeau qui vous dit que vous êtes surveillé parce que vous êtes allé regarder le site. C'est vraiment, nous en reparlerons, c'est la répression sélective qui fait qu'on n'interdit pas la liberté d'expression, mais on la surveille. Voilà. Donc tout ceci est pour vous dire que l'opération est possible, mais elle doit éviter certains écueils. Alors, pour comprendre cette jeunesse, et la montée en puissance de cette jeunesse et son affirmation autour de ces événements dits de la génération Z, il faut revenir sur un précédent qui toujours est un petit peu effrayant pour les Kenyans. C'est l'apparition des milices politiques dans les années 90, surtout dans les années 2000, jusqu'au début des années 2010. Voilà le premier moment où la jeunesse n'a pas pris le pouvoir, mais a effrayé l'établissement, les élites au pouvoir. Alors, c'est à cette époque, c'est l'apparition de sectes qui recrutent essentiellement chez les jeunes, autant d'ailleurs dans les populations rurales que dans la population urbaine. On les retrouve un petit peu partout, mais elles sont associées, ces milices sont associées aux différentes tribus. Donc vous avez les Mungiki, vous avez les Sogo-Songo, vous avez plusieurs milices. La milice qui inquiète énormément dans la mesure où elle a utilisé la violence comme instrument politique, hein, pour gagner. C'est cette fameuse milice des Mungiki dans la partie centrale du Kenya qui correspond à la zone Kikuyu, c'est-à-dire la première ethnie ou tribu kenyane. Et donc là vous avez une illustration de la façon dont les jeunes peuvent, si ce n'est arriver au pouvoir, du moins taper à la porte du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe aux alentours de 2000 ? On a une évolution démocratique, on a des partis politiques, et très rapidement, ces partis politiques vont créer des milices ou vont utiliser des milices existantes, qui sont des milices de jeunes. Les Anglais appellent ça les vigilantes, parce que l'idée de ces milices, c'est avant tout de protéger la population, d'être vigilant. Ça, c'est le départ. Donc vous avez par exemple les Mungiki, vous avez une photo, alors la photo du bas, où ce sont des jeunes Kenyans, mais Kikuyu, donc de la partie centrale du Kenya, qui, au niveau de l'habillement, ils ont des dreadlocks, ils se revendiquent, on pourrait dire, des héros de l'indépendance kenyane des années 50, début 60. Les fameux Mao Mao.
Et donc vous avez là un premier événement important qui est la politisation violente de la jeunesse dans les années 90. Et ceci dans toutes les sociétés kenyanes, c'est-à-dire dans toutes les tribus kenyanes. Politisation qui va très rapidement tourner et devenir des gangs mafieux, parce que ces jeunes armés, utilisés par les partis politiques, vont à partir d'un certain moment prendre leur indépendance et contrôler les populations à des fins mafieuses, c'est-à-dire contrôler les taxis, faire payer les taxes et ainsi de suite. Donc vous avez une histoire, un lien entre jeunesse et politique, une histoire récente, puisqu'il y a encore des témoignages, des victimes, qui se réalise au travers essentiellement de cette politisation dans les années 90-2000, où la jeunesse ne prend pas le pouvoir, mais est en sécession. Avec d'ailleurs des tendances millénaristes, des tendances religieuses. À un moment donné, même les musulmans ont recruté parmi ces jeunes. Et donc ceci a fait l'objet d'études très poussées. Alors je vous ai cité un ouvrage qui est sorti, Génération Past. On voit très bien que le concept de génération qui, ailleurs en Afrique, n'est pas tellement utilisé, là dans l'Afrique de l'Est, et au Kenya en particulier, est utilisé parce qu'il renvoie à une histoire, alors qui, nous le verrons, n'est pas en lien avec les événements de la génération Z, mais qui nous-mêmes participe, c'est une préhistoire de cette génération Z. Deuxième élément important pour comprendre cette montée de la jeunesse, le fait que beaucoup plus récemment, là c'est dans les années 2022, le débat politique et les joutes politiques au moment des élections présidentielles, alors le Kenya c'est des élections présidentielles, des élections parlementaires, des élections au comté, c'est-à-dire aux différentes provinces. Donc ce sont des élections très importantes, il y en a 7, il y avait 7 scrutins. Et ces élections, on parle de démocratie concurrentielle puisqu'on a affaire à deux alliances qui se font face à face. Sur des bases qui sont des affiliations ethniques, des références idéologiques molles, mais qui donne l'impression qu'il y a au Kenya au moins une vie démocratique par rapport à d'autres pays où on est dans un système monolithique. Donc au Kenya, on est dans un système démocratique un petit peu pervers, puisque c'est la maintenance d'une oligarchie, mais qui au moins, durant les périodes électorales, ouvre dans l'obligation d'ouvrir et donc d'aborder des questions et d'envisager des solutions qui en temps normal ne seraient pas abordées par la classe politique. Donc les périodes électorales sont des périodes très animées et très riches en termes de débats d'idées. On n'est pas dans des confrontations idéologiques très carrées, mais tout de même on a une vie politique très intense. Et lors des dernières élections présidentielles, donc en 2022, un des candidats, celui qui va devenir président, qui est le président actuel du Kenya, William Ruto, a compris que pour gagner les élections, il ne fallait pas uniquement additionner les voix ethniques, c'est-à-dire, vous savez, faire l'addition, la comptabilité des ethnies qui vont vous supporter. Ce qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Donc il a compris qu'il pouvait gagner les élections en jouant la carte de la jeunesse, sans pour autant abandonner les choix ethniques, sans pour autant abandonner le discours tribal. Mais disons là, on a la première manifestation d'un usage politique dans le cadre des institutions des jeunes. Et William Ruto, qui au départ était à égalité avec son principal concurrent, a pu gagner les élections parce qu'il a fait une campagne qui s'adressait aux jeunes. Alors,
Vous avez là une photo de William Ruto en jaune. Bon, il y a toujours pareil, les couleurs sont aussi importantes pour les candidats, mais qui effectivement va s'adresser à ce qu'il appelle les hustlers. Les hustlers, c'est les gens qui se débrouillent, les gens, c'est-à-dire les jeunes qui font de l'argent en transportant des biens, en produisant des biens. Bon, nous verrons quel type de biens. Et donc là, il a gagné tout compte fait sur cette marge qui socialement, démographiquement n'est pas négligeable, qui sont ces jeunes sans emploi ou avec emploi, mais il a su s'adresser à eux, et on pourrait dire que la victoire en termes, on pourrait dire, électoral, il a pu gagner parce qu'il avait effectivement été le premier dans l'histoire des joutes électorales démocratiques du Kenya, c'est-à-dire depuis les années 90, il a été le premier à mettre la jeunesse dans son programme et à répondre d'une façon importante. Bon, par exemple, il disait, voilà, dès que je serai au pouvoir, je vais créer un fonds, une fondation, pour distribuer des crédits aux jeunes. C'était fabuleux. C'est la première fois qu'un oligarque, parce qu'en fait, la classe politique, c'est une oligarchie, hein, qui est très riche, qui n'a rien à voir avec la jeunesse en première vue, mais qui s'intéressait. Donc ça, c'est un élément important qui fait que la jeunesse est apparue pour les Kenyans comme un élément, disons, c'était la première fois qu'on mettait la question de la jeunesse vraiment sur la table politique. Alors nous verrons que ça l'a pas aidé, parce qu'effectivement, très rapidement, les jeunes ont attendu les résultats de cette politique électorale. Autre élément concernant ces jeunes. Alors, là c'est vraiment très important parce que ça, c'est différent de ce qu'on pourra avoir ensuite dans d'autres pays africains. Vous avez là un tableau démographique qui date de 2023, bon, est à jour, on pourrait dire, qui montre l'importance des jeunes de cette classe entre 15 et 24 ans. C'est 53% de la population. Donc c'est le tableau, le premier tableau, le premier diagramme. C'est une jeunesse qui est formée. Regardez, c'est ceux qui ont suivi le collège. 68%, j'arrive pas à voir. 68% de la population jeune a suivi le collège, le lycée. C'est énorme. Et 14% ont suivi une formation secondaire complète et 12% sont dans les universités. On est là devant une jeunesse qui est instruite. Alors vous allez dire, il y a différentes écoles, c'est le système un petit peu anglais, il y a des high schools, il y a des collèges publics, il y a des grandes universités, il y a des petites universités, mais en fait, le diplôme, si vous voulez, c'est une société où la jeunesse a des diplômes et des compétences. Et principalement des compétences de langue, puisque n'importe quel Kenyan parle 3 langues. C'est merveilleux. Pour les Français qui, vous savez, qui maîtrisent une monolangue, c'est merveilleux. Et ils parlent leur langue maternelle, la langue de leur tribu. Ils parlent la langue nationale, le swahili, et ils parlent l'anglais, qui est la langue pour se débrouiller. Bon, ça c'est... et ils maîtrisent ça très tôt. Donc vous avez là une jeunesse qui, certes, est désœuvrée parce qu'elle est touchée par le chômage, mais pas le chômage aussi massif qu'ailleurs, hein, c'est entre 15 et 20%. C'est déjà important, mais comparé à d'autres pays africains, c'est vraiment inférieur. Et donc vous avez une jeunesse qui pèse considérablement, c'est-à-dire la pesanteur démographique de la jeunesse se vérifie au travers
on pourrait dire de sa dimension démographique, hein, c'est-à-dire le nombre de jeunes. Donc vous promenez dans la rue, vous voyez tout de suite une population jeune, une population âgée. Bon. Mais pèse d'autant plus que la jeunesse est éduquée. C'est-à-dire que les récriminations ou les envies ou les désirs d'une jeunesse sont étroitement associés à leur éducation. On en sait très bien. Bon, mai 68 en France, c'est lié aussi à cette montée de la jeunesse universitaire. Donc le phénomène est connu pas uniquement en Afrique. C'est mécanique, c'est-à-dire que le poids démographique est accentué par le fait qu'on a une jeunesse qui maîtrise les techniques de communication et bien sûr qui, nous le verrons, maîtrise aussi les techniques liées à Internet. Quand j'étais au Kenya, on avait travaillé sur cette question des enfants et des jeunes, et on avait développé l'idée, alors c'était pas uniquement que sur le Kenya, c'était aussi l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda. On avait expliqué on avait dit, voilà, on voit apparaître des enfants et des jeunes, parce que là on ne faisait pas tellement des distinctions entre génération alpha, zen, millénium. On disait, bon, il y a toute une catégorie de population qu'on qualifie d'enfants, d'adolescents, de jeunes, qui sont hors les liens, c'est-à-dire qui sont sortis des liens traditionnels de l'Afrique. Parce qu'ils ont eu l'accès à la ville, parce qu'ils ont eu accès à l'éducation, parce qu'ils ont eu accès à la communication, et parce qu'ils, nous verrons, ils ont eu accès à Internet. Donc ça c'est un élément important. On a affaire à une jeunesse qui est forte en termes démographiques, mais qui par ailleurs a une capacité d'analyse, ou du moins une capacité de s'informer, que leurs aînés n'avaient pas, que leurs parents même n'avaient pas. Donc ça c'est un élément qu'il faut prendre en considération et qui explique l'apparition de la génération Z. Dans cette jeunesse, c'est cette capacité à se débrouiller. Alors, il faut démythifier cette capacité à se débrouiller qui a été, vous savez, c'est le fameux slur, c'est-à-dire cette campagne politique du président kényan qui explique, voilà, moi je fais appel à l'ingéniosité, à la force, à la puissance de la jeunesse, je vais appuyer cette jeunesse parce qu'elle est l'avenir. Bon, ça c'est le discours, mais de façon pratique, c'est quelque chose qui est important. Il y a au Kenya un secteur informel qui est apparu dans les années les plus pires en termes économiques, c'est-à-dire à la fin des années 80, début 90, où le système politique et le système économique étaient en crise. C'est ce qu'on appelle le Jouakali. Jouakali, c'est en réalité des jeunes, qui ne pouvant être embauchés par l'État en crise, qui ne pouvant trouver sur le marché du travail des emplois et des salaires convenables, survivent en produisant. Alors, Jouakali, au départ, c'était, vous savez, quand on va au Kenya, on achète toujours des bibelots qui rappellent le Kenya. Hein. Donc, les Jouakali, au départ, c'était des gens qui travaillaient le bois, le fer, le cuir, pour les touristes. Hein. Ou qui travaillaient le fer pour faire des ustensiles. En fait, au départ, c'était un système d'économie informelle, mais de survie, de simple survie. Et c'était les jeunes qui avaient cette compétence, parce qu'ils avaient besoin de survivre. En fait, on était dans une situation, on pourrait dire, de désespérance. Je parle des années 90, 80-90. Donc ceci a été étudié par les économistes, parce que c'était un secteur productif, mais informel, qui ne rentrait pas, si vous voulez, qui ne rentrait pas dans le PIB classique, qui ne rentrait pas dans les définitions économiques classiques. Sauf que ce secteur informel, quand la croissance apparaît à la fin, au début des années 2000, et surtout dans les années 2010,
va prospérer. C'est-à-dire qu'on a, dans l'économie kenyane, on a les grands revenus. Alors, le Kenya est un pays de production agricole, touristique et de production industrielle. C'est les trois ressources. Tout ça au travers, la production agricole, c'est les grandes exploitations, le tourisme, c'est des réseaux d'hôtels, et l'industrie, c'est l'industrie des biens de consommation. Ça, c'est la force du Kenya. Mais disons, il y a une quatrième force, c'est cette capacité, alors au départ de survie, mais qui sont devenus, c'est des petits boulots, alors qui sont liés au commerce, qui sont liés à la production industrielle, qui sont liés aux services Internet. Et donc vous avez une jeunesse qui se réfugie au départ, pour des raisons de survie, dans des activités informelles, mais des activités informelles qui vont devenir des éléments déterminants. Alors, je reprends l'exemple des bijoux Maasai qu'on vend aux touristes. Aujourd'hui, les bijoux Maasai, ils viennent de Chine. Donc, quand on vous ramène un bijou Maasai, méfiez-vous, ça vient de Chine. Ça vient d'un endroit, une ville chinoise qui fait que les trucs africains. Non, maintenant le secteur informel, c'est les services Internet, les services mécaniques, les services à la personne, les livraisons. En fait, il y a une explosion des services, alors, dans lequel se sont nichés les jeunes. Vous allez voir pourquoi c'est important de rappeler cette activité. Alors, fait intéressant, c'est aujourd'hui, l'économie kenyane reconnaît le secteur informel. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des prix, il y a des salons, on n'est pas dans... vous savez, souvent, dans les années 90, le touriste, on lui disait, on va voir une coopérative qui fait de très beaux bijoux. Secteur informel, presque il fallait les aider, quoi. Non, là maintenant, on a un secteur informel. Alors, le principe du secteur informel, et ça c'est important, vous allez voir pourquoi, c'est qu'il ne déclare pas. C'est une économie noire, enfin noire dans le sens... Alors ça c'est la jeunesse économique. Autre élément important, alors c'est l'importance de la société connectée. Alors là vous avez des données en 2023, vous avez la population du Kenya, 54 millions, la population, j'allais dire la population de portables, le nombre de portables, 59 millions, il y a beaucoup plus de portables que de gens, c'est pareil avec la carte vitale en France, mais là c'est les portables. Alors, parce qu'il y a plusieurs portables, parce qu'il y a des touristes, parce qu'il y a des étrangers, bon, il n'y a pas uniquement, n'allez pas croire que les Kenyans, ils ont 2 portables dans chaque veste. Mais quelque chose de prodigieux. Moi j'ai le souvenir, je me promenais, c'est une façon de promener. J'étais dans l'ouest kenyan, mais une partie un petit peu isolée, et tout d'un coup je vois une vieille femme qui avait 2 chèvres. Mais elle était vraiment vieille, très vieille, elle faisait pitié, mais non, elle avait un petit peu d'honneur. Et elle avait pendu un portable. Et le portable servait à contacter sa famille, mais aussi à connaître le prix de la chèvre, et ainsi de suite. Bon. Donc, une société très connectée, avec une diffusion d'Internet qui est particulièrement importante, et vous avez là, Internet, c'est 40% de la population. Alors, 40% de la population, ça veut dire que même quand les tarifs des sociétés type Orange, on fait c'est Safaricom, c'est important. Et Internet, c'est aussi la capacité d'aller sur les réseaux, et c'est quasiment 20% de la population kenyane qui va consulter les réseaux sociaux en 2023. C'est-à-dire des chiffres qui sont bien supérieurs aux chiffres dits occidentaux.
Avec une autre raison qui est importante, c'est qu'au Kenya, tout le monde paye avec son portable. Alors ça c'est quelque chose de fabuleux parce que j'y vais régulièrement, mais en l'espace de 6 mois, t'es perdu. Quand il y a eu le Covid a été un phénomène d'accélérateur. Les gens ont dit il ne faut pas payer avec des billets. Contact. On paye avec le portable. C'est la monétique. Et les grandes sociétés qui vendaient Internet, en fait, qui étaient le relais d'Internet, essentiellement Safaricom, ont soutenu la monétique, c'est ce qu'on appelle M-Pesa. Pesa c'est pesetas, ça vient de pesetas, c'est un swahili. M-Pesa, c'est en réalité, vous payez tout. Ce qui est très bien, parce qu'on ne vole pas de l'argent, il y a un contrôle aussi qui est assez intéressant. Et donc vous avez une société qui est très bien connectée. Alors vous avez là une carte du Kenya, une carte basique du Kenya, parce qu'en réalité, quand on fait cette carte de la connexion, c'est la carte des villes, c'est la carte du Kenya utile. Toute la périphérie nord et est du Kenya n'est pas connectée ou très mal connectée, mais en fin de compte, c'est une zone vide. Voilà. Autre élément de la jeunesse, et alors là on se rapproche un petit peu de plus en plus de cette question de la génération zen. Et là ce sont les sondages d'opinion qui ont été les premiers à observer, à analyser ce phénomène. C'est que il y a une rupture, alors que l'on situe mal parce que c'est pas une question de date, mais c'est dans les décennies 2020. Il y a une rupture dans ce qu'on appelle les imaginaires, c'est-à-dire que les imaginaires des jeunes Kenyans ne sont plus les imaginaires de leurs aînés. Alors qu'est-ce qu'on entend par imaginaire ? Eh bien, toutes ces références plus ou moins idéologiques, plus ou moins mythifiées, associées à l'histoire kenyane, associées à la nation kenyane, associées à l'unité kenyane, avec une référence qui est le mot magique, c'est Harambee. Harambee, c'est, alors vous l'avez sur les blasons, c'est le nom de l'équipe de football du Kenya. Harambee, ça veut dire tous unis. Enfin, je résume et je traduis à la française. Tous unis. Ça, c'est l'esprit de l'indépendance, l'esprit des fondateurs de la nation kenyane, de Kenyatta, d'Odinga, en fait, de tous les fondateurs des années 60. Kenyatta, vous avez sa statue au milieu, bon, on voit, c'est un personnage qui est déjà représenté mythiquement. Or, les jeunes ne croient plus à l'Harambee. C'est les sondages d'opinion qui nous le disent. Dès les années 2020, les idées associées à cet imaginaire national, l'unité, la communion de pensée, la volonté d'agir en commun, vous voyez, qui sont des idéologies un petit peu factices, mais qui construisaient un imaginaire, un référent autour de la nation. Nation, le concept de nation est encore bien ancré chez les jeunes, mais ce référent n'existe pas. Alors, les politologues, dès les années 2000, avaient ciblé cette question. C'est-à-dire que là, je fais référence à un numéro spécial de la revue politique africaine sur le Kenya, qui expliquait que eux, ils disaient le contrat social à l'abandon, c'est-à-dire le pacte social, c'est-à-dire l'imaginaire qui a fait le Kenya est en train, pour des raisons économiques, pour des raisons liées à la durée, la nouveauté de l'Harambee n'est plus manifeste. Alors, chose assez étonnante, en cherchant des illustrations de l'Harambee, j'en ai trouvé une, mais alors ça m'a un petit peu scié. C'est l'Opus Dei. Aujourd'hui, ceux qui défendent de l'Harambee au Kenya, c'est l'Opus Dei.
L'Opus Dei est très forte en Afrique de l'Est. Elle intervient comme les jésuites au travers des universités et des écoles. Mais on voit très bien que, si vous voulez, cette manifestation va maintenant jusqu'à une forme qui est une forme que certains pourraient qualifier d'occidentale ou extérieure. Mais c'est vrai que là, on a une rupture générationnelle. Alors cette rupture générationnelle, elle était silencieuse. Les aînés, les vieux, les aînés se glorifiaient de l'indépendance, des combats de l'indépendance, de la construction d'un socialisme africain. Là aussi, Kenyatta, le père, avait défendu l'idée que le Kenya, c'est un socialisme à l'africaine. Donc il y avait toute une série de discours qui, effectivement, a gagné l'électorat, la société, et auquel les générations, les aînés, les vieux, mais aussi les aînés, mais aussi les milléniaux, même les années 30, ceux qui ont 30, 40 ans, sont attachés. Ce n'est plus le cas de la jeunesse. Et ça, bien avant l'explosion de la génération Z. Ceci, c'est dans les années 2020, 2022 que les sondages d'opinion découvrent des choses assez étonnantes. D'abord, la jeunesse dit que la politique ne l'intéresse pas, alors que, par définition, c'est elle qui est porteur de changement. Mais elle trouve que la vie politique, et c'est vrai que la vie politique kenyane, elle est contrôlée par des partis, elle est contrôlée par des oligarchies. La loi des reins fonctionne à merveille. Donc, qui ne laisse pas beaucoup de place aux jeunes. Ou des places très secondaires. Il faut savoir qu'un député kenyan, c'est le député qui est le mieux payé au monde. Bon. Ça rendrait jaloux les députés français, il ne faut pas leur dire. Parce qu'en réalité, exercer le pouvoir au Kenya, c'est pouvoir s'enrichir. Mais c'est ouvertement dit. La corruption, c'est normal. Or, dans les années 2020, les jeunes se détournent de la politique. Les jeunes, surtout, trouvent que la politique est associée à la corruption. Et, en fin de compte, renient toute cette filiation portée par Kenyatta, le père, portée par les leaders de l'indépendance. Aujourd'hui même, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont relayées par les sites associés à la jeunesse qui contestent cette vision idyllique, mythifiée de l'histoire kenyane. Donc vous avez là une jeunesse qui, effectivement, au-delà de sa pesanteur démographique, et ça il faut toujours avoir en tête cet élément, était en rupture. Mais des ruptures que l'on ne voyait pas ou que l'on ne mesurait pas. Des ruptures silencieuses. Et c'est souvent le cas en histoire. C'est-à-dire que les changements débutent bien avant leur manifestation historique. La génération Z, c'est une manifestation historique que l'on va étudier là, en détail. Mais dans la décennie précédente, voire les quelques années qui précèdent, on a une façon de se détacher de l'imaginaire national qui fonctionne. Et qui fonctionne d'autant plus que les jeunes sont nombreux, les jeunes sont formés, les jeunes sont informés et les jeunes sont travailleurs. Bon, ça c'est un élément qu'il faut avoir en considération pour comprendre, et c'est la deuxième partie de cette séance, pour comprendre l'événement en tant que tel. Alors, nous arrêtons maintenant sur l'événement. Alors, le Kenya, c'est, on pourrait dire, une génération Z ou un événement en épisode. On pourrait dire qu'il y a 3 saisons. Si on reprend
la malgache qui porte-parole de la génération Z à Madagascar, qui explique qu'on a terminé la saison, il y a une saison qui va commencer. Mais là, il y a 3 saisons. C'est-à-dire que la génération Z, elle a duré 2 ans au Kenya. On fait une année complète. Elle a commencé en juillet 2024 et elle a terminé en juillet 2024. Ces 3 temps, c'est l'entrée en scène, les manifestations, la mobilisation de juin-juillet. C'est une période intermédiaire qui est assez intéressante, où on voit ce que les Kenyans appellent un digital activisme, c'est-à-dire un activisme sur les réseaux, et une mobilisation culturelle, et enfin, une répétition des mobilisations en juin-juillet 25. Alors commençons par le premier événement. Quelle heure est-il là 4h05. Bon. Première information, vous avez là, très rapidement, on fait une cartographie des manifestations de la génération Z en juin-juillet 2024. Tout le pays est touché. Toutes les villes sont touchées. Ce n'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène massif. Alors, existait un site qui s'appelait Akli, site qui est aujourd'hui fermé, c'est dommage. Alors fermé peut-être parce qu'on ne tient pas à ce que les informations soient diffusées. Et donc ce site inventoriait toutes les manifestations, toutes les formes de manifestations, en utilisant un logiciel qui avait été mis au point par les Kenyans dans les années 2000, au milieu des années 2010, qui s'appelle Ushahidi. Informe-toi. Tout ça parce que Internet kenyan, c'est aussi des sociétés, c'est des entreprises qui travaillent avec Internet et sur Internet. Donc vous avez on peut mesurer, on pourrait dire, ces manifestations au travers de leur diffusion nationale. Alors diffusion nationale qui, comme nous le verrons, passe par des moments importants qui interviennent en juin puis en juillet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on appelle la génération Z s'inscrit dans des mobilisations qui sont beaucoup plus générales. Et ça, c'est le deuxième tableau. Le deuxième tableau mesure les démonstrations, c'est-à-dire les manifestations, et l'intensité des manifestations en volume, en participation. Donc on voit la génération Z, c'est ce qui est en bleu, et on voit en orange et en rouge les manifestations des enseignants et la manifestation des médecins. Et on voit qu'en réalité, l'apparition explosive de la génération Z qui a trait à une mobilisation des jeunes entre 15 et 29 ans, ça c'est sûr, mais qui a été préparée, précédée et auquel a succédé des manifestations des fonctionnaires, des médecins, des infirmières. Bon, en réalité, il y a un mouvement social qui a accompagné la génération Z. Alors, la situation, on pourrait dire, est assez classique. Ce sont des salariés qui, à la suite du Covid, ont perdu énormément de pouvoir d'achat. dont les raisons sont des raisons économiques de cette mobilisation. Mais des raisons aussi qui sont liées à l'absence de débouchés, c'est-à-dire qu'un infirmier, un médecin kenyan, son objectif, c'est de partir en Angleterre, aux États-Unis, devenir médecin et infirmier. Donc,
ce qu'on appelle les classes moyennes, et ils participent à ces classes moyennes, sont, on pourrait dire, c'est des catégories sociales qui ne sont pas assurées de leur devenir. C'est des catégories qui émergent, qui arrivent à avoir un niveau de vie qui leur permette d'avoir une télévision, une voiture, l'équivalent d'une classe moyenne, bon, pas nécessairement occidentale, mais africaine ou asiatique, mais qui est dépendant des seuls revenus, on pourrait dire, des revenus salariés. Or, ces revenus salariés ont été fortement ébréchés par l'inflation et par le Covid. Il y a eu deux phénomènes conjoncturels. Donc on voit très bien que la montée en puissance ou l'apparition de la génération Z n'est pas liée uniquement à une révolte des jeunes. C'est une révolte des jeunes, mais qui a été encadrée et qui a été aussi soutenue par ce qu'on appelle les milléniums, c'est-à-dire la génération qui suit. Et là, les phénomènes, quand on s'arrête quand on reconstitue le détail des manifestations, il est très net. C'est-à-dire que les jeunes ont manifesté et ils avaient comme repli, ils avaient comme soutien la génération des milléniums, c'est-à-dire ceux qui ont entre 30 et 45 ans. Qui participaient, qui soutenaient, qui aidaient. Les manifestants à soigner leurs blessures, qui aidaient les manifestants, qui protégeaient les manifestants. Donc on a eu un phénomène qui s'est étendu dans la société, mais qui s'explique, on pourrait dire, par un fait socio-économique pertinent, c'est que les classes moyennes sont apparues au Kenya, mais elles sont fragiles. L'oligarchie au pouvoir n'est pas fragile. Ils ont de la corruption qui alimente régulièrement leurs fonds de commerce, leur patrimoine et leur investissement. En revanche, les classes moyennes, et ce n'est pas que pour le Kenya, sont dans des situations toujours un petit peu critiques. Quand du jour au lendemain, leurs revenus essentiels, c'est-à-dire les revenus tirés du travail, les salaires, sont remis en cause par l'inflation. Autre élément important qui explique cette montée en puissance de la génération Z, c'est l'impact de la vie politique kenyane. Alors, la vie politique kenyane, je crois vous avoir dit que c'est une démocratie dite concurrentielle, c'est-à-dire que vous avez des pratiques électorales tout à fait respectables, des élections qui se passent bien, des scrutins qui se passent relativement bien, des procédures de contestation juridique qui se passent bien. C'est-à-dire on est dans ce que certains appellent la civilisation électorale. Sauf que les grands partis au Kenya, qui vivent sur cette base ethnique et tribale, sont des partis qui ont plutôt des stratégies oligarchiques. C'est-à-dire, la stratégie oligarchique des partis, c'est de se mettre d'accord. C'est de se mettre d'accord. Comme dans l'Espagne à la fin du XIXe siècle, quand on disait El Torno, vous savez, les gouvernements tournaient. Pourquoi? Et c'est la même chose au Kenya. Parce qu'il y a un tour politique, c'est-à-dire les gens sont au pouvoir, puis sont dans l'opposition. Et ils sont d'ailleurs autant au pouvoir que dans l'opposition, parce que même s'ils sont, mettons, s'ils perdent les élections présidentielles, s'ils perdent les élections parlementaires, ils peuvent gagner les élections locales. Donc vous avez une classe politique kenyane qui est profondément structurée par une alliance avec les grands propriétaires, les grands investisseurs, les grands banquiers, une oligarchie, quoi. Mais ça, c'est rien de nouveau, hein. On est partout pareil, c'est le même régime. Sauf que là, cette classe économique kenyane, qui patronne ces partis politiques, elle a tout intérêt à qu'il y ait une négociation. La négociation, c'est le handshake, le serment de main. Là, je vous ai mis
deux handshakes très importants entre le leader de l'opposition, Odinga, le pauvre, il vient de décéder, et l'ancien président Kenyatta, le fils du fondateur du Kenya, et un second handshake entre Odinga, avec le chapeau, et William Ruto. Le handshake, c'est, on pourrait dire, c'est l'aboutissement logique du conflit politique. Alors, pourquoi les partis politiques négocient? Pourquoi les leaders négocient? Après les périodes de tension, il y a toujours une façon de... On négocie toujours sous tension. Parce que tous les leaders politiques sont propriétaires d'hôtels. Vous avez compris? Surtout quand c'est en période de grande vague touristique. Donc il y a, si vous voulez, et ça c'est un élément de la stabilité kenyane, c'est-à-dire que les grands propriétaires, qui sont aussi les grands élus, ont tout intérêt à ce que le commerce réussisse. Donc on a un système politique qui apparemment est divisé entre les tenants, je répète, qui sont autant au pouvoir localement, régionalement que nationalement, et une jeunesse qui n'a pas accès à la vie politique, qui est bridée, parce qu'effectivement, l'accès au pouvoir, c'est issu de bagarres qui sont souvent des bagarres dans les primaires. Les grosses bagarres, alors les bagarres, c'est les conflits meurtriers, hein, sont pas durant les élections, sont durant les primaires. On se bat durant les primaires au Kenya, à l'intérieur des partis. Je veux dire, en France, ça va être le cas aussi. Mais en fait, mais là, c'est des bagarres. Hein. C'est l'opposant de son parti déboule dans le congrès de son parti avec des mitraillettes et tout ça. Bon. Hein. Donc, il y a là un vide politique, c'est-à-dire le système politique fonctionne bien, il apparaît même démocratique aux yeux des observateurs étrangers, parce qu'effectivement, les gens votent consciencieusement. J'avais sur mon portable tous les procès-verbaux des différents bureaux de vote électoraux kenyans. J'aurais dû vous mettre une photocopie d'un procès-verbal électoral, mais c'est quelque chose de prodigieux. Vous avez un président de jury, vous avez des membres, des assesseurs, vous avez des témoins, et tout ça avec des noms, des numéros de carte d'identité et des numéros de téléphone. Bon, ça prend un certain temps, ça prend 15 jours pour dépouiller, mais ça se fait. Et ça se fait bien. En revanche, c'est pas là où il y a le défaut. Le défaut est dans, on pourrait dire, ce régime d'accord politique qui fait que pendant un certain temps, les jeunes ont été séduits parce qu'effectivement, tel candidat disait qu'il parlait pour eux, tel autre disait qu'il parlait pour leur tribu. Donc il y a eu une séduction qui a joué, mais cette séduction n'opère plus. Du moins, les élections de 2022, la victoire de William Ruto a été, on pourrait dire, l'élément qui a favorisé une prise de conscience critique par rapport au système politique. Donc ça c'est important, on peut situer ceci dans les années 23, 24, c'est-à-dire que tout se fait, bon, il faut comprendre aussi l'incidence du Covid, il y a des éléments qui interviennent, mais cette prise de conscience que le système politique ne représentait plus la nation kenyane ou ne représentait pas les intérêts des jeunes, cette prise de conscience apparaît dans les sondages d'opinion dans les années 23, au début des années 24, c'est-à-dire quelques mois avant la génération Z. Autre élément important dans cette chronologie de la génération Z, et là c'est tous les sondages d'opinion, je vous en ai mis un, c'est Géopol, bon, une multitude, c'est en réalité que pensent les jeunes. C'était une façon d'alerter la classe politique et le pouvoir sur l'état de la jeunesse. Mais en fait, l'état de la jeunesse, le pouvoir, c'est les jeunes sont toujours les jeunes qui obéissent. Les jeunes sont toujours les jeunes qui vont recevoir
les petits avantages, les petits cadeaux de la campagne électorale. Les jeunes, c'est ceux qui vont manifester, mobiliser ou servir de masse de manœuvre. Donc il y avait une vision très ancienne de la jeunesse instrumentalisée par le pouvoir politique. Or, que pense cette jeunesse? Vous avez deux sondages. Un sondage sur ce qui les pousse à protester et un sondage sur les sources d'information qu'ils ont. Et ça, je répète, c'est au début des années 24, c'est-à-dire bien avant. Vous avez, quelles sont les revendications des jeunes? Vous avez la corruption 9%, le chômage 16%, le dysfonctionnement de la vie politique 31%, c'est le premier, les taxes, et nous reviendrons dessus, 13%, et le coût de la vie 22%. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la corruption et les dysfonctionnements politiques qui sont le plus cités. Autre élément important, quelles sont les sources d'information des jeunes? La télévision pour 65%, TikTok pour 42%, Twitter pour 38%, Facebook pour 37%, la radio, les autres sites, WhatsApp, newspaper, les journaux, les influenceurs et les autres, en fait, le discours, la relation. Donc on a une jeunesse qui est en rupture, je vous l'ai dit, avec l'imaginaire de la rambée, de la nation, mais qui est en rupture consciente au travers de ce qui lui apparaît comme des dysfonctionnements et des corruptions. Et une jeunesse qui est très informée au travers des réseaux. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, en Afrique, pendant longtemps, on s'est posé la question, ou plutôt les politologues se sont posé la question de savoir s'il y avait un espace public de débat. Alors l'espace public, c'est la presse écrite, c'est la presse télévisée, c'est la vie parlementaire, voilà l'espace public. Mais au Kenya, vous avez, bon ça existe. La presse, toujours pareil, la presse écrite est importante. La presse radio-télévisée est importante. Et ça, il faut pas, il y a une liberté de la presse, même s'il y a des tendances. Bon, l'oligarchie contrôle aussi cette source de revenus. Mais ce qui est important, c'est que vous avez un autre espace public qui s'est créé, virtuel, sur Internet, qu'on n'arrive pas, bien sûr, à visualiser, qu'on arrive à mesurer. On peut mesurer le temps d'écoute d'une population sur Internet, ça oui, il y a des indicateurs qui sont tangibles. Mais en fait, on ne peut pas en mesurer l'importance. Qu'est-ce qui fait que... Bon, si vous voulez, on en revient à ce débat qui avait passionné les sociologues dès la fin du XIXe siècle sur les foules. Les foules qui manifestent, les foules émotives, la sociologie des foules. Vous savez, c'est le sociologue français Tardet-Lebon qui avait été le premier à théoriser sur l'importance des foules dans la vie politique. Mais là, il faudrait aussi, non pas théoriser, mais étudier le phénomène d'une façon très poussée. On a une foule, ou plutôt on a des masses qui sont sur Internet. Mais qui sont des masses atomisées, c'est-à-dire c'est pas la foule dans la rue, c'est pas le public devant la télévision, c'est des gens en contact. Alors c'est vrai que on est, surtout notre génération, on est complètement déstabilisé par rapport à ce phénomène. Mais ce phénomène est très important au Kenya. Vous avez vu le pourcentage de connexion. Et là, vous avez eu un débat. Alors, un débat qui, là aussi, est silencieux. Ou du moins qui n'est pas apparu. C'est-à-dire que les hommes politiques, comme d'ailleurs leur ministre de l'Intérieur et leurs forces policières, ont plutôt une lecture, disons, 19e siècle.
du manifestant. Le manifestant, c'est celui qui est dans la rue, le manifestant, c'est celui qui s'oppose, le manifestant, c'est celui qui fait grève. Vous voyez cette... Or, vous avez au Kenya, au cours des 10 dernières années, des gens qui manifestent sans être physiques, sans qu'il y ait de manifestation physique, mais qui sont des lecteurs, des auditeurs, parfois même qui alimentent les sites internet. Alors, sites internet qui, avec le système actuel, amplifient énormément le résultat. C'est-à-dire que vous allez une fois sur un site internet, et bien automatiquement, internet va vous renvoyer sur le site en question ou sur les sites qui font référence à celui que vous avez visionné. Donc là, vous avez je répète, tout ceci s'est passé 1 an avant les événements, c'est-à-dire que ce désamour politique, cette prise de conscience, cette critique politique silencieuse, cette maturation au travers d'un débat. Alors, certains universitaires kenyans avaient déjà saisi, il y a 2 ou 3 universitaires que je connais, mais qui ont eu cette lucidité. Eux, ils ont dit, voilà, on a une jeunesse désillusion, qui a perdu ses illusions, qui a perdu toute référence à l'imaginaire national, et qui cherche. En réalité, comme toujours, c'est une obscure décision qui va lancer la mécanique. Comme toujours. On dirait le feu couvé sous la cendre était là. Bon, on a les images, vous savez, de l'incendie qui couve et qui démarre. Mais il a fallu une décision. Parce qu'en réalité, ce que j'ai décrit sur cette politisation de la jeunesse, elle ne passe pas par des organisations, elle ne passe pas par des leaders, elle ne passe pas par des leaders d'opinion. Elle est diffuse. Elle aurait pu tout simplement s'apaiser. Non. Quelle est la décision ? Ah ben une décision banale, pour laquelle les partis au pouvoir et les partis dans l'opposition étaient tous d'accord. La création d'une TVA, l'équivalent de la TVA, sur les activités informelles. Projet fiscal qui devait, alors le Kenya est endetté, l'État kényan est surendetté, rien de bien nouveau sur la planète, bon, c'est quelque chose, mais là c'était le tour de passe-passe magique, la TVA, l'impôt invisible. C'est ce que Rocard disait, la TVA c'est l'impôt invisible. Eh oui, parce que vous payez un truc, vous payez la TVA et vous ne le savez pas. Et donc, la Banque mondiale, parce qu'il faut un responsable, mais en fait, les Kenyans sont suffisamment intelligents pour le savoir, a donné le conseil de dire, voilà, votre problème financier, votre endettement, il va être réglé. Et il faut élargir l'assiette de l'impôt. Et vous avez 22% du PIB qui n'est pas fiscalisé. Projet fiscal. Tous les partis, sauf un, étaient d'accord pour voter ce projet fiscal. Voilà l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et c'est à partir de là que vous avez, entre juin et juillet, les manifestations qui au départ sont des manifestations contre la loi fiscale. C'était ça, au départ. Et contre le Parlement qui allait voter la loi fiscale. Pas contre le gouvernement, pas contre le chef de l'État, contre le Parlement. On est dans un système démocratique, hein. C'est-à-dire que la loi, c'est le Parlement qui la vote.
Et donc c'est partir de là. Alors pourquoi ça s'est... Alors c'est parti de là, et donc vous avez les démonstrations de la génération Z. Alors j'ai mis 2 affiches. En fait, ce n'est pas des affiches, c'est des posters qui étaient sur Internet que les gens répliquaient. Parce qu'il n'y avait pas de direction à cette génération Z. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de porte-parole. C'est différent, nous le verrons, pour les autres générations Z que nous allons étudier. Mais là, il y avait un phénomène, on pourrait dire, de contestation spontanée, qui envoyait sur Internet des mots d'ordre. Donc il y avait un mot d'ordre occuper le Parlement, celui de gauche, avec parfois quelques formules un petit peu révolutionnaires, mais on est dans les manifestations contre un projet de loi. Ou des mots d'ordre, regardez Mombasa Road. Mombasa Road, c'est l'autoroute qui traverse Nairobi, en fait qui traverse tout le Kenya. Et donc si vous coupez Mombasa Road, vous arrêtez l'économie kenyane. Et tout ça passait par Internet. Alors vous allez dire, mais pourquoi le gouvernement n'a pas fermé Internet? Parce qu'Internet, c'est la vache à lait. Tout se fait au travers d'Internet. Vous payez Internet. Vous payez un produit qui coûte 2 euros, Internet. Hein. Vous réservez Internet. Vous passez commande d'un produit Internet. Donc, le système était tellement bien huilé que même, alors, si on compare avec ce qui se passe en Tanzanie à l'heure actuelle, où vous avez le gouvernement, parce qu'ils ont frotté sur les élections, ils ont coupé Internet. Sauf que les touristes, ils ne vont plus aller en Tanzanie à Noël, hein, ça s'est terminé. Hein. Parce que toutes les réservations, tout est... Hein. Donc vous avez une mobilisation qui s'est faite et qui n'a pas été... Alors à un certain moment, quand ça a pris de l'ampleur, Internet était coupé pendant 6-12 heures. Parce que les manifestations, et ça il y avait une dimension presque intelligente. Et toujours pareil, on ne sait pas qui a dirigé. C'est une direction collective. Ça ferait rêver ce qu'on appelait les Mao Spontex à mon époque, c'est-à-dire les maoïstes spontanéistes, hein, qui disaient mais la masse va prendre le pouvoir. Oui, non, ils n'ont pas pris le pouvoir, ils ont manifesté. Et donc vous avez une mobilisation. Donc vous avez là, toujours pareil, au travers du site qui aujourd'hui est fermé à clé, vous avez toutes les mobilisations avec les mobilisations violentes, des mobilisations avec répression, des mobilisations pacifiques. Et donc vous voyez que tout le Kenya utile s'est mobilisé. Tout le Kenya utile, y compris le Kenya, la région d'où venait le président. Bon. Alors ceci c'est juin, juillet. Très rapidement, le cycle, j'allais dire classique, malheureusement, très connu, c'est-à-dire mobilisation, répression, mobilisation. L'armée et la police kenyane, elle était habituée à des violences de jeunes du passé. Ces violences de les Mongiki, les gangs, elle savait faire. Elle savait réprimer. Toujours pareil, violemment. Sauf que là, elle a fait la même chose, sauf que ce ne sont pas les enfants des banlieues désertées ou plutôt des régions désertées ou des banlieues défavorisées, c'est les enfants de la classe moyenne qui ont été touchés. Toucher la génération Z, c'est toucher aussi les autres générations. Donc vous avez là un phénomène d'amplification qui est lié, on pourrait dire, à une réponse mécanique d'un pouvoir qui n'a pas anticipé le phénomène, et personne ne l'a anticipé, hein, personne.
quelques universitaires qui ont dit ça va bouger, mais en fait les universitaires disent toujours ça, mais personne n'avait envisagé. On pouvait envisager des mobilisations devant le Parlement, mais l'attaque du Parlement, hein? Et on ne pouvait même pas envisager quelque chose qui s'est passé ou qui aurait pu se passer. C'est encore un point d'histoire à bien maîtriser, c'est qu'à un moment donné, le pouvoir politique a utilisé la police, et l'équivalent des CRS, le GSU, puis à un moment donné, comme ça débordait, ils ont utilisé l'armée. Mais ils sont revenus sur la décision d'utiliser l'armée. Parce qu'ils avaient peur que les soldats participent. Parce que c'est la même génération. Les policiers, c'est des vieux véreux, corrompus, qui vous arrêtent en voiture. Bon, hein, c'est un rituel, la petite corruption. Les militaires ne sont pas corrompus au Kenya. C'est des jeunes qui souvent payent de leur vie parce qu'ils luttent contre El Shabab en Somalie. En fait, bon, ils ont des... Et donc, à un moment donné, là, le pouvoir a dit, bon, on va utiliser l'armée. Et ils ont retiré l'armée. Ça a duré que 24 heures. Puis ils l'ont réappelé, mais ils se sont aperçus qu'il y avait un problème, là. Qu'il y avait une solidarité qui pouvait apparaître. Donc, cette mobilisation de juin-juillet va devenir politique, mais d'une façon assez étonnante. C'est-à-dire que très rapidement, il y a un mot d'ordre qui va s'imposer, et qui est Ruto must go. Ruto dehors. Alors c'est assez intéressant parce que cette photo, toujours pareil, est-ce que c'est la première photo? Mais c'est un bonhomme qui sort avec sa petite pancarte Ruto dehors. Mais en réalité, ça va devenir le slogan. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ceci, y compris dans la région d'où venait le président. C'est-à-dire que le président même dans sa région a été contesté. Alors, c'est intéressant, la société kenyane est une société pluriculturelle, hein, donc vous avez des musulmans, des catholiques, des protestants, des animistes, et tout ceci a participé. Il n'y a pas eu de phénomène. Et les manifestations n'étaient pas... C'était essentiellement une contestation très pragmatique et très nationale, voire nationaliste. Non. Comment cette affaire a été gérée par le pouvoir? Eh bien, le pouvoir a négocié. À partir de juillet, tout en réprimant, il négocie. Il négocie non pas avec les manifestants parce qu'il n'y a pas de leader, c'est ça la grosse faiblesse. Il négocie avec l'opposition et avec les autorités morales, les églises, le Conseil des anciens, pour reprendre un petit peu l'initiative. Donc il y a un phénomène juin-juillet, mobilisation intense qui atteint un point optimum en début juillet, négociation entre le gouvernement et non pas les jeunes, mais les représentants des jeunes, ceux qui parlent à la place des jeunes. Bon, les églises ont joué un rôle essentiel, comme toujours dans les situations de crise. Donc voilà le premier épisode. Bon, effectivement, la loi de finances n'a pas été votée, et très rapidement, le gouvernement a pris une série de mesures en faveur des jeunes, bon, toujours pareil, en jouant aussi sur le bâton, c'est-à-dire la répression de certains influenceurs et activistes. Donc ça s'arrête là. Début août, on pourrait dire que l'intensité a disparu. Hein. On a l'impression que les jeunes sont rentrés chez eux. Ils ont vécu une bataille sans leader. Mais ils ont été défaits, on pourrait dire, par, non pas lassitude, mais par le fait que le pouvoir a su petit à petit reprendre l'initiative. Le pouvoir et l'opposition. Là aussi, un check.
Négociation. Au Kenya, la négociation arrive toujours après le conflit. On n'est pas dans une situation de compromis, on est dans une situation de négociation post-conflictuelle. Mais il n'y a pas eu de leader. C'est ça qui est assez étonnant. Quand je suis allé au Kenya juste après ces événements, j'ai été stupéfait. Et d'abord, je l'avais été en France parce que j'avais lu ça sur Internet. Il y avait un débat. J'en rigole parce que, bon, vous allez dire, on voyait apparaître au Kenya des petits partis marxistes-lénistes, maoïstes, marxistes-lénistes staliniens, marxistes-lénistes trotskistes. Alors, pourquoi on voyait apparaître ces débats? Parce que Internet les relaie. Donc il suffit de dire marxiste Kenya, vous avez automatiquement les discours. Mais c'était des discours intéressants. Alors, ils sont super minoritaires, ils n'existent même pas. Alors, maoïste stalinien, c'est pas mal. Hein, non, ils n'ont même pas 1%. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le débat. Et le débat, entre ces petits groupuscules, ils s'engueulaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas bien dirigé la mobilisation. C'est-à-dire c'était le débat de Lénine en 1917, tout le pouvoir aux soviets. Vous voyez, c'est le truc, il faut prendre le pouvoir, il faut donner la tête aux masses, donc il faut un parti. Bon, c'était comique. Mais c'était bien vrai, c'est-à-dire que cette mobilisation n'a pas créé. Alors, parce que c'était la première fois que ça apparaissait. C'est-à-dire que maintenant, je pense que toutes les générations Z qui vont se créer, et nous allons le voir avec Madagascar, ont appris de l'échec kényan. Donc, là, septembre, étonnant, il y a des grèves, il y a des mobilisations autour des universités, mais, on pourrait dire, ce grand mouvement n'a pas donné, ne s'est pas trouvé des leaders. Il y a eu des influenceurs, il y a des activistes, mais ils sont activistes dans leur chambre où ils alimentent un site. Vous voyez, on n'est pas dans cette construction d'une opposition qui était nécessaire. Bon. Alors toujours pareil, parce que les partis au pouvoir sont effrayés par ce phénomène. C'est-à-dire que là, c'est une vague, c'est pas une écume, c'est une vague qui les inquiète. Deuxième temps de la génération Z, l'acte 2. L'acte 2, c'est le fait que le mouvement a disparu, mais le slogan subsiste. À partir de septembre jusqu'à juin 2025, le mot d'ordre Ruto must go se diffuse. Alors il se diffuse à la kenyane, c'est-à-dire au travers des sites, au travers des objets. Alors il se diffuse sur les stades, il se diffuse dans les boîtes. En fait, c'est une sorte de mobilisation dans la rue. Il suffit que quelqu'un klaxonne pour que les gens crient Ruto must go. On a un phénomène qui a pris de l'ampleur, mais là aussi, mouvement spontané, adhésion spontanée, qui est repris par Internet et qui est amplifié par Internet. C'est-à-dire en réalité, ce que je vous montre là, c'est une banderole lors de match de football ou de rugby, je ne sais pas, parce qu'ils jouent au rugby au Kenya, mais voilà, c'est parti. Mon fils me disait que dans les boîtes de nuit, à partir de minuit, les gens disaient Ruto must go. Et les boîtes de nuit, c'est souvent les populations aisées qui y vont. Donc là, on a un phénomène qui est assez étonnant, c'est-à-dire que l'événement n'a pas totalement disparu, même si le pouvoir a ciblé les influenceurs possibles, a plus ou moins fermé, alors je dis plus ou moins fermé, c'est la fameuse alerte, les sites qui rapportaient des... Vous avez là un dessin qui est assez intéressant, là. Alors c'est, au Kenya, vous avez une tradition de la caricature qui est fabuleuse, avec un dessinateur qui s'appelle Gado, c'est lui.
les dessinateurs, ils apparaissent dans les années 2000 avec le début de la démocratie et ils ont pris de l'ampleur, alors au travers de la presse écrite, maintenant au travers d'Internet. Et vous avez le pauvre président du Kenya, William Ruto, qui dit il ne me reste que la prière. Et il ne me reste plus que la prière. Sir William, non, si vous voulez, c'est le pouvoir a essayé tout de même de jouer la carte de la pacification par la prière. Avec cette idée, alors on en parlait, parce que William Ruto est un évangéliste, de la rédemption. Très rapidement, Ruto, en public, a dit « Je demande le pardon des jeunes ». Tout en les réprimant à côté. Hein. « Je demande le pardon des jeunes et j'implore le pardon de la société ». C'est la démarche. C'est un évangéliste, comme une grande partie des catholiques ou des chrétiens kenyans, qui ont cette capacité à pouvoir gérer l'ingérable. Puisque le pardon, par définition, la rédemption, c'est une façon de s'émanciper. Donc voilà la situation à partir de septembre 2024. Mais ça se prolonge. Alors ça se prolonge d'une façon assez étonnante. Et là j'y étais, donc je peux à la limite vous raconter comment j'ai vu ça. À partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, novembre 24, mars 25, vous avez des événements assez étonnants qui défraient la chronique. Vous avez des jeunes qui mettent le feu à leur lycée. Des incendies. Criminels, mais on sait très bien que c'est des jeunes. Alors, il faut dire que le système scolaire au Kenya est un système qui s'est généralisé, vous avez vu le pourcentage, mais avec de fortes différences, c'est comme le système britannique. Vous avez des écoles publiques, des lycées publics, et vous avez des écoles et des lycées et des collèges privés, où les élites envoient leurs enfants, les classes moyennes envoient leurs enfants. Donc vous avez ce phénomène de contestation, non pas de la génération Z, mais de la génération alpha. Cette contestation, c'est les gens de 14 ans à 18 ans. Donc le phénomène de la génération Z, c'est diffusé par le bas. On a vu qu'ils avaient été soutenus par la génération des milléniums, c'est-à-dire les gens des années 30, qui ont 30 ans plutôt. Et là, c'est un phénomène qui a touché la génération alpha. Avec un épisode, alors là, je l'ai vécu, c'est assez intéressant. Il y a au Kenya une tradition dans les lycées qui avait été instaurée par le président Moi dans les années 70, qui est de faire des grandes joutes, un festival où les écoles se confrontent sur le terrain culturel. C'est-à-dire c'est un festival de chansons, de danse folklorique, c'est un festival de création théâtrale, c'est un festival une confrontation de création poétique. C'est dans la société kenyane, alors ça se passe généralement en février-mars, c'est le passage obligé du président, c'est le passage obligé de la société kenyane. Tout le monde participe à cette émulation, à ce concours national. Sauf que dans une école, pourtant une école cotée de filles, les lycéennes en question décident de jouer une pièce qui s'appelle « Écho de la guerre », qui raconte la génération Z et qui explique que le sultan c'est le président, va très rapidement déchoir. Bon, ensuite le sultan pardonne, bon, c'est très œcuménique. Mais en fait,
ce qui est intéressant, c'est que c'est une politisation là où on ne l'attendait pas. Dans les lycées plutôt, les high school de la société, et dans une classe d'âge qui n'avait pas manifesté, mais qui avait vu, ou dont les frères avaient manifesté, en fait. Il y avait des phénomènes de mitoyenneté. Et là, c'est un élément intéressant, c'est-à-dire qu'en réalité, la génération Z s'est amplifiée par le bas, au travers de la génération montante. Avec toujours cette revendication de Ruto must go. Ce qui n'empêche pas le pouvoir, et c'est là où c'est intéressant, enfin intéressant pour l'historien, pas pour les gens qui manifestent, ce qui n'empêche pas le pouvoir de prendre conscience à ce moment-là que la bataille n'est pas dans la rue, mais que la bataille est sur Internet. Quand ils ont vu que leurs jeunes, et encore plus, leurs adolescents, alors le terme adolescent qui est un terme qu'on ne voyait pas en 2010, quand on a fait l'étude, mais qui maintenant est passé dans le langage courant. Il y a une classe d'âge que les Kenyans reconnaissent, c'est l'adolescent, qui a aussi son mode de vie, ses envies, et dont on va mesurer en termes de génération la consommation. Donc ils ont découvert que le phénomène prenait de l'ampleur, et donc le pouvoir a, on pourrait dire, abandonné cette idée qui était la répression, on pourrait dire, militaire et policière classique, pour une répression ciblée. C'est-à-dire à partir de janvier, les sites sont suivis, les Kenyans ont dû acheter des logiciels qui permettent de suivre les gens, les influenceurs ont été suivis, avec des menaces contre les influenceurs, parfois même des disparitions d'influenceurs. Donc vous avez on pourrait dire en 4-5 mois, on voit très bien que le pouvoir qui n'avait que un raisonnement qui était un raisonnement militaire, c'est-à-dire on va réprimer, ils vont se taire. Bon, la communauté internationale va crier, mais ensuite ils vont se taire. Ça va se passer. Ce que tous les pouvoirs africains pensent. Une répression, bon d'accord, on va être ciblé par la contestation, l'opinion internationale, les Occidentaux, mais ensuite ils vont oublier. Là non, là ils savaient que c'était le fruit était dans l'intérieur de la pomme, c'est-à-dire ils savaient que le problème était et touchait leur génération, celle qui apparaissait non pervertie, les adolescents. La génération alpha. Et donc là, il y a une répression qui se fait. Alors, le terme répression n'est pas... bon, c'est vrai que les personnes sont ciblées, mais c'est plutôt un conditionnement. Vous savez, voilà. Vous allez sur un site, eh bien, on va vous dire, mais, vous pouvez y aller, mais vous êtes surveillé. Et ils surveillent bien, il n'y a pas de problème. Troisième acte de cette génération Z, parce qu'il y a un troisième acte et un dernier, c'est exactement un an après la même mobilisation. Alors, à partir d'un événement qui est toujours pareil, c'est un événement ponctuel, c'est un influenceur qui s'appelle Albert Ojwang qui est tué dans un commissariat de police. C'est à partir de là. Donc ils veulent la justice pour lui, Donc c'est les mêmes mobilisations qui suivent, on pourrait dire, le même scénario que celui de l'année 24, c'est-à-dire mobilisation, répression, montée de la mobilisation au niveau national et négociation par rapport au pouvoir. Toujours pareil, le pouvoir kényan négocie. Alors il négocie parce qu'il... Et là, c'est pour anticiper, c'est ce que nous allons voir plus tard, au travers du cas malgache. Il négocie parce que l'État kényan a la possibilité de le faire. Nous avons un État qui est puissant, financièrement puissant,
qui est endetté, mais il est tellement endetté que le FMI va lui rallonger automatiquement les subventions pour se maintenir. Donc, l'État kenyan a la possibilité de négocier. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a, bon, on fait disparaître les mesures qui étaient contestées, on établit des financements et bon, la politique du bâton et de la carotte. Bon, c'est quelque chose qui est classique en histoire, mais en fait, qui est classique lorsque l'État a les moyens de le faire. Or, l'économie kenyane, qui caracole avec une croissance de 5 à 7% par an, dégage suffisamment de revenus, sans passer d'ailleurs par un nouvel impôt, pour faire des concessions financières. Alors les concessions financières, c'est toujours pareil, c'est des crédits. On donne des crédits aux jeunes. Et alors on leur donne la possibilité de réussir dans leurs affaires. Ils procèdent aussi d'une autre manière, qui est tout simplement d'utiliser, de casser les manifestations. Et là, ils vont utiliser la jeunesse. En réalité, au Kenya, vous avez deux jeunesses. Vous avez la jeunesse que j'ai décrite, qui est éduquée, qui survit, qui arrive à économiser, qui a un besoin d'indépendance. Et vous avez ce qu'on appelle un lumpenprolétariat qui, lui, vit dans les bidonvilles et va être utilisé pour réprimer ces manifestations. C'est-à-dire qu'en 2024, on avait appelé la police, l'équivalent des CRS, puis l'armée, mais épisodiquement. En 2025, la police sera là, l'armée non, restera dans ses casernes. Et en revanche, on voit apparaître ce que les Kenyans appellent les goons, c'est-à-dire les hommes armés. Alors les hommes armés, vous avez une photo des hommes armés, là, ils ont tous des manches de pioche, 9. Donc vous voyez les contre-manifestants. C'est classique. Mais ça n'avait pas existé en 24, en 25, en 2025 ça existe. Et les contre-manifestants, et je terminerai par là parce qu'on pourrait faire l'histoire de la moto à chaque fois. Vous avez là une photo assez intéressante. Alors ces contre-manifestants étaient en moto. C'est-à-dire ils attaquaient les manifestants par des assauts de moto et il y avait toujours deux personnes, dont une personne qui avait un bâton. Et là, vous avez les manifestants qui brûlent la moto d'un contre-manifestant. Vous voyez là, la moto que je vous avais montrée la fois dernière, la moto et les jeunes. Bon, si vous voulez, la capacité du pouvoir kényan de surmonter ces crises, c'est la négociation, mais c'est aussi cette capacité à jouer, à contrôler les médias, à contrôler Internet, et aussi à utiliser des vieilles ficelles classiques, de mobiliser une partie des jeunes contre les autres jeunes. Donc c'est vrai que la génération Z au Kenya a échoué. Il n'y a pas eu de changement politique. Il y a eu un changement dans les politiques publiques, très ponctuel. Mais il n'y a eu pas ce grand bouleversement que beaucoup espéraient. Donc là, on est dans plutôt l'écume des jours, c'est-à-dire que la génération Z, c'est un phénomène qui va peut-être disparaître parce qu'il y a eu un échec dans la concrétisation politique, la mise en place politique. À moins que cette génération qui a vécu ces événements, autant en 24 qu'en 25, garde en mémoire ces événements, et donc là on va avoir une génération qui va se créer. La réponse, ce sera les futures élections présidentielles.
les futures élections présidentielles, qui va récupérer l'aura de la génération Z. Donc l'histoire de la génération Z au Kenya n'est pas achevée, mais il faut attendre, on pourrait dire, le calendrier politique pour voir la manifestation de cela. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.